On l'a appelé le bien-aimé. Le peuple priait pour lui. Des milliers de messes ont été célébrées quand il est tombé malade. La France entière pleurait à l'idée de le perdre. Et pourtant, 30 ans plus tard, quand ce même roi est mort, personne n'a pleuré. On a chanté, on a craché sur son cercueil, on l'a enterré de nuit, en cachette, comme un pestiféré. Que s'est-il passé entre ces deux moments? La réponse se trouve dans une petite maison, une maison discrète, à quelques pas de Versailles. Un lieu dont le nom seul faisait trembler la cour. Un secret si bien gardé que même les jeunes femmes qui y entraient ne savaient pas qui les attendait à l'intérieur. Ce que Louis XV a fait dans cette maison a détruit sa réputation, brisé la confiance de son peuple et préparé, sans le savoir, la chute de la monarchie française. 15 ans après sa mort, le peuple prendra la Bastille. Et tout a commencé dans l'ombre d'une chambre. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes passionné par les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, on ouvre ensemble des portes que les livres d'école ont préféré garder fermées. L'histoire commence. Nous sommes en août 1744. Dans la ville de Metz, à l'est du royaume, un homme de 34 ans lutte contre la mort. Cet homme, c'est Louis XV, roi de France. Il se rendait sur le front de la guerre de succession d'Autriche quand la fièvre l'a terrassé. Les médecins s'affairent autour de son lit. Ils saignent, ils purgent, ils appliquent des cataplasmes. Mais rien n'y fait. Le roi s'affaiblit d'heure en heure. Son visage est livide. Sa respiration, saccadée, les courtisans murmurent dans les couloirs. Le mot circule déjà dans les rues de Metz, puis dans celles de Paris, puis dans chaque village du royaume. Le roi va mourir. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dans les églises de France, les fidèles se pressent par milliers. Des processions spontanées s'organisent dans les rues. À Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, les cloches sonnent sans interruption. On prie, on pleure. On supplie Dieu d'épargner le souverain. Les registres de l'époque parlent de 6000 messes célébrées en quelques jours dans la seule capitale. 6000 messes pour un seul homme. Le duc de Luynes, qui a laissé des mémoires précieux sur cette époque, note l'émotion du peuple avec stupéfaction. Jamais, écrit-il, on n'a vu un tel élan d'amour pour un roi. Louis XV survit. La fièvre tombe. Le miracle a eu lieu, et quand la nouvelle de sa guérison se répand, la France explose de joie. On danse dans les rues, on allume des feux de joie, on crie « Vive le roi !» jusqu'à en perdre la voix. C'est à ce moment précis que naît un surnom qui résonne comme une promesse, comme un serment d'amour éternel entre un peuple et son souverain. On l'appelle désormais le bien-aimé. 30 ans plus tard, ce même peuple crachera sur son cercueil. Pour comprendre cette chute vertigineuse, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Louis XV. Et pour cela, il faut remonter à son enfance. Une enfance marquée par la mort. Louis est né en 1710, arrière-petit-fils du grand Louis XIV, le roi Soleil. À cette époque, personne n'imagine qu'il montera un jour sur le trône. Il est trop loin dans l'ordre de succession. Mais la mort va tout changer. En l'espace de 2 ans, entre 1711 et 1712, une série d'épidémies et de maladies déciment la famille royale. Le grand dauphin meurt, puis son fils, le duc de Bourgogne, puis l'épouse du duc, puis leur fils aîné, Louis, le petit garçon de 2 ans, se retrouve soudain héritier du trône. Il est le dernier survivant de sa lignée directe. Il grandit seul. Son père est mort, sa mère est morte, son frère est mort. Louis XIV, son arrière-grand-père, meurt en 1715. Quand le petit Louis n'a que 5 ans, l'enfant devient roi de France à un âge où les autres enfants apprennent à peine à lire. Mais il ne gouverne pas. Le pouvoir est confié à un régent, Philippe d'Orléans, puis à un homme d'église austère et calculateur, le cardinal de Fleury. Fleury élève Louis XV comme on élève un prince, c'est-à-dire dans l'isolement, la discipline et la méfiance. On lui enseigne les langues, l'histoire, la géographie, les mathématiques. On lui apprend à chasser, à danser, à paraître. Mais on ne lui apprend pas à régner. On ne lui apprend pas non plus à aimer. Le cardinal veille sur lui comme un gardien jaloux, écartant toute influence qui pourrait échapper à son contrôle. Louis grandit timide, renfermé, mélancolique. Il fuit les foules, déteste les cérémonies, préfère la solitude des forêts au faste de Versailles. En 1725, à 15 ans, on le marie. Son épouse s'appelle Marie Leszczyńska. Elle est la fille d'un roi de Pologne, déchu,
Un choix modeste pour un souverain de France. Mais Fleury a ses raisons. Marie est douce, pieuse, effacée. Elle ne fera pas d'ombre au cardinal. Elle ne mêlera pas de politique. Elle donnera des enfants et restera à sa place. Et c'est exactement ce qui se passe. Marie donne à Louis 10 enfants en 10 ans. 10 grossesses qui épuisent son corps et éteignent peu à peu le désir du roi. Car Louis, malgré son apparence froide, cache une nature ardente. Il a besoin de passion, de nouveauté, de conquête. Et Marie, avec sa piété rigide et son corps fatigué, ne peut plus lui offrir ce qu'il cherche. Alors Louis se tourne ailleurs. Ses premières maîtresses sont des femmes de la cour, des aristocrates qui connaissent les règles du jeu. La première s'appelle Louise de Mailly. Elle est douce, discrète, sincèrement amoureuse du roi. Mais Louis se lasse vite. Il passe alors à sa sœur, Pauline Félicité, puis à une autre sœur encore, Marianne. Les sœurs de Nesle, comme on les surnomme bientôt, deviennent le premier scandale du règne. 3 sœurs dans le lit du même homme. La cour murmure, l'église gronde. Mais personne n'ose vraiment critiquer le roi. Pas encore. C'est en 1745 que tout bascule. Cette année-là, lors d'un bal masqué donné à Versailles, Louis XV croise le regard d'une femme. Elle porte un costume Diane chasseresse. Son visage est dissimulé derrière un masque vénitien. Mais ses yeux brillent d'une intelligence vive, presque insolente. Elle s'appelle Jeanne-Antoinette Poisson. Elle n'est pas noble. Son père était un simple commis, sa mère une femme de petite vertu selon les rumeurs. Mais elle possède ce que les duchesses n'ont pas, le charme, l'esprit, l'ambition. Louis est fasciné. En quelques semaines, Jeanne-Antoinette devient sa maîtresse officielle. Il lui offre un titre, un château, une fortune. Elle devient la marquise de Pompadour. Et pour la première fois dans l'histoire de Versailles, une roturière règne sur le cœur du roi. Mais Pompadour ne se contente pas d'être une favorite. Elle veut être indispensable. Elle conseille Louis sur les nominations, les alliances, les guerres. Elle protège les artistes, les philosophes, les écrivains. Voltaire lui-même lui doit sa fortune. Elle transforme Versailles en un salon où l'on discute des idées nouvelles, où l'on rêve d'un monde différent. Et pourtant, malgré tout son pouvoir, malgré toute son intelligence, Pompadour cache un secret qui va changer l'histoire de France. Car vers 1752, quelque chose se brise entre elle et le roi. La passion physique s'éteint. Louis, insatiable, cherche ailleurs ce que Pompadour ne peut plus lui donner. Et plutôt que de perdre sa place, plutôt que d'être remplacée par une rivale, la marquise prend une décision extraordinaire. Elle décide de fournir elle-même au roi ce qu'il désire. À quelques minutes à pied du château de Versailles, dans un quartier autrefois réservé aux chasses royales, se dresse une maison modeste, presque banale, avec ses volets de bois et son petit jardin clos. Rien, en apparence, ne la distingue des autres demeures bourgeoises du quartier. Pas d'écusson royal sur la façade, pas de gardes en uniforme devant la porte. Juste une adresse discrète, rue Saint-Médéric, dans le quartier qu'on appelle le Parc aux Cerfs. C'est ici que tout se joue. C'est ici que la monarchie française commence à mourir. Pendant des décennies, cette maison a alimenté les fantasmes les plus fous. Les pamphlets révolutionnaires, ces brochures clandestines qui circulaient sous le manteau dans les rues de Paris, l'ont décrite comme un véritable harem oriental. On parlait de centaines de jeunes filles, parfois des enfants à peine pubères, enfermés derrière ces murs pour satisfaire les appétits monstrueux du roi. On racontait que Louis XV y dépensait des fortunes colossales, vidant les caisses de l'État pour assouvir ses vices. On murmurait que des bébés naissaient dans l'ombre, puis disparaissaient sans laisser de traces. La réalité, telle que les historiens l'ont reconstituée à partir des archives, des registres paroissiaux et des témoignages d'époque, est différente. Elle est plus sobre que la légende. Mais elle n'en est pas moins troublante. Le Parc aux Cerfs n'était pas un harem. C'était une maison de rendez-vous où l'on logeait successivement et non simultanément de jeunes femmes destinées au plaisir du roi. Ces jeunes femmes étaient recrutées avec soin par des intermédiaires de confiance. On les choisissait jolies, bien sûr, mais aussi discrètes et dociles. Elles venaient souvent de milieux modestes, des familles de petits artisans ou de commerçants, parfois même de la campagne. Des familles qui n'avaient pas les moyens de refuser une proposition qui s'accompagnait d'une dot généreuse. Car c'était là le système mis en place par Madame de Pompadour. Elle supervisait tout. Elle choisissait les candidates avec l'aide d'entremetteuses professionnelles. Elle s'assurait de leur santé, de leur éducation, de leur silence. Et surtout, elle veillait à ce que ces jeunes femmes ne sachent jamais
ou le plus tard possible, qui était vraiment l'homme qui les visitait dans la pénombre de leur chambre. On leur disait que leur protecteur était un riche seigneur polonais, un noble étranger, puissant et généreux, qui souhaitait rester anonyme. Certaines ont fini par deviner la vérité, d'autres ne l'ont jamais su, mais toutes ont accepté les règles du jeu. Elles n'avaient pas vraiment le choix. L'âge de ces jeunes femmes pose aujourd'hui une question morale vertigineuse. Les documents d'époque, notamment les registres de baptême et de mariage que les historiens ont exhumés, révèlent que certaines d'entre elles avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans, des âges qui, au XVIIIe siècle, n'avaient pas la même signification qu'aujourd'hui. On se mariait jeune, on travaillait jeune, on mourait jeune. Mais cela n'efface pas le malaise. Ces adolescentes étaient utilisées par un homme de 50 ans, puis écartées dès qu'elles cessaient de lui plaire ou dès qu'elles tombaient enceintes. Car les grossesses étaient fréquentes, et c'est là que le système révélait toute sa froideur. Lorsqu'une jeune femme du parc Auxerre découvrait qu'elle attendait un enfant, on ne la chassait pas, on l'épousait. Pas au roi, bien sûr. On lui trouvait un mari complaisant, un petit noble désargenté ou un bourgeois ambitieux qui acceptait de donner son nom à l'enfant en échange d'une dot royale et d'une pension à vie. Le mariage était célébré discrètement, souvent dans une paroisse de campagne, puis la jeune femme disparaissait, envoyée loin de Versailles, avec interdiction formelle de jamais révéler ce qui s'était passé. Les enfants nés de ces unions portaient le nom de leur père officiel. Mais tout le monde savait, dans les cercles bien informés de la cour, qu'ils avaient du sang royal dans les veines. On les appelait les « bâtards du parc Auxerre ». Combien étaient-ils exactement? Les estimations varient. Certains historiens parlent d'une dizaine. D'autres avancent des chiffres plus élevés. La vérité, c'est que personne ne sait vraiment. Les archives ont été soigneusement expurgées. Les témoins ont été achetés. Le secret a été bien gardé. Mais ce secret avait un prix colossal. Le fonctionnement du parc Auxerre engloutissait des sommes considérables. Il fallait payer les entremetteuses, loger les jeunes femmes dans le confort, les habiller, les nourrir, les divertir. Il fallait payer les dots, parfois plusieurs dizaines de milliers de livres pour chaque mariage arrangé. Il fallait payer les pensions des maris complaisants, année après année, jusqu'à leur mort. Il fallait payer les médecins, les sages-femmes, les prêtres qui célébraient les baptêmes en toute discrétion. Il fallait payer les domestiques pour leur silence, les espions pour surveiller les anciennes favorites, les avocats pour étouffer les scandales. Les historiens qui ont tenté de chiffrer le coût total du parc Auxerre arrivent à des estimations vertigineuses. Certains parlent de plusieurs millions de livres sur l'ensemble du règne, à une époque où un ouvrier parisien gagnait 300 livres par an, à une époque où la France s'endettait pour financer des guerres désastreuses, à une époque où le peuple commençait à murmurer contre les impôts toujours plus lourds. Et malgré toutes ces précautions, malgré tout cet argent dépensé pour acheter le silence, la vérité a fini par s'échapper. Les pamphlets ont commencé à circuler, d'abord timidement sous forme de chansons grivoises qu'on fredonnait dans les tavernes, puis plus ouvertement sous forme de libelles imprimés en Hollande ou en Suisse, puis introduits clandestinement en France. Ces textes ne s'embarrassaient pas de nuances. Ils décrivaient un roi obsédé, incapable de gouverner, préférant les jeunes filles aux affaires de l'État. Ils inventaient des détails sordides, exagéraient les chiffres, transformaient la petite maison en palais de la débauche. Mais le plus terrible, c'est que ces mensonges s'appuyaient sur une vérité que personne ne pouvait plus nier. Le roi de France, loin du Seigneur, le représentant de Dieu sur terre, passait ses nuits avec des adolescentes recrutées dans les faubourgs, et sa favorite officielle, la femme la plus puissante du royaume, lui servait d'entremetteuse. Comment, après cela, demander au peuple de respecter son souverain? Pour comprendre ce qui s'est brisé entre Louis XV et son peuple, il faut d'abord comprendre ce qu'était un roi de France. Pas seulement un chef d'État, pas seulement un souverain, quelque chose de bien plus profond, de bien plus sacré. Depuis des siècles, la monarchie française reposait sur un mystère religieux, presque magique, qui plaçait le roi au-dessus des autres hommes. Lors de son sacre, dans la cathédrale de Reims, le souverain recevait l'onction sainte. On versait sur son front une huile miraculeuse contenue dans une fiole que la légende disait apportée du ciel par une colombe lors du baptême de Clovis. À partir de cet instant, le roi n'était plus un simple mortel. Il devenait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, le lieutenant de Dieu sur terre. Toucher au roi, c'était toucher au sacré lui-même. Cette dimension mystique explique pourquoi, pendant des siècles, les rois de France ont régné sans véritable opposition. Bien sûr,
Il y avait des complots, des révoltes, des guerres civiles, mais jamais, ou presque jamais, on ne remettait en cause le principe même de la royauté. Le roi pouvait être mauvais, cruel, incompétent. On pouvait espérer sa mort, prier pour qu'un meilleur souverain lui succède. Mais on ne contestait pas son droit à régner. Ce droit venait de Dieu. Il était inscrit dans l'ordre du monde. Louis XV avait hérité de cette tradition millénaire. Quand il avait été sacré à Reims en octobre 1722, il n'avait que 12 ans. Un enfant fragile, orphelin, dernier survivant de sa lignée. Mais un enfant qui portait sur ses épaules le poids d'une légitimité que personne ne songeait à contester. Le peuple l'aimait avant même de le connaître. Il l'aimait parce qu'il était le roi, parce qu'il incarnait la France elle-même, dans sa continuité, dans sa grandeur, dans son destin providentiel. Et c'est précisément cette croyance que Louis XV a détruite, non pas d'un seul coup, non pas par un acte spectaculaire de tyrannie ou de cruauté, mais lentement, insidieusement, nuit après nuit, dans une petite maison du Parc aux Cerfs, en se comportant non pas comme le représentant de Dieu, mais comme un homme ordinaire, un homme faible, esclave de ses désirs, incapable de maîtriser ses passions. Un homme qui utilisait son pouvoir absolu non pas pour servir son peuple, mais pour satisfaire ses appétits les plus bas. Les pamphlets qui circulaient dans Paris ne se contentaient pas de raconter les aventures galantes du roi. Ils posaient une question bien plus dangereuse. Si le roi se conduit comme un débauché, s'il bafoue les lois de Dieu et de la morale, est-il encore vraiment le roi? Est-il encore digne de ce titre sacré? Mérite-t-il encore notre obéissance, notre respect, notre amour? Pour la première fois dans l'histoire de France, ces questions étaient posées ouvertement, et personne n'avait de réponse. Le 5 janvier 1757, un événement va révéler l'ampleur du désastre. Ce jour-là, Louis XV se trouve au château de Versailles. Il fait froid, un froid glacial d'hiver. Le roi s'apprête à monter dans son carrosse pour se rendre au château de Trianon. Autour de lui, les courtisans s'affairent, les gardes présentent les armes. Tout semble normal. Soudain, un homme se faufile à travers la foule. Il porte un chapeau enfoncé sur les yeux, un manteau sombre. Personne ne fait attention à lui. Il s'approche du roi, lève le bras et frappe. Louis XV chancelle. Il porte la main à son flanc. Du sang coule entre ses doigts. Autour de lui, c'est la panique. Les gardes se jettent sur l'agresseur, le plaquent au sol, le rouent de coups. Le roi est transporté à l'intérieur du château. Les médecins accourent. On craint le pire. L'homme qui a frappé s'appelle Robert-François Damien. C'est un ancien domestique, un homme de 32 ans au parcours chaotique, qui a servi dans plusieurs grandes maisons avant de sombrer dans la misère et peut-être dans la folie. Son arme était un simple canif, une lame de quelques centimètres. La blessure est superficielle. Louis XV survivra, mais le choc est immense. Pour la première fois depuis l'assassinat d'Henri IV en 1610, un roi de France a été attaqué. La personne sacrée du souverain a été violée. Et le plus troublant, c'est que personne ne comprend vraiment pourquoi. Damien est arrêté, interrogé, torturé. On lui applique les brodequins, ces instruments qui broient les os des jambes. On le brûle au soufre. On lui arrache des lambeaux de chair avec des tenailles rougies au feu. Pendant des semaines, les bourreaux s'acharnent sur son corps, cherchant à lui faire avouer les noms de ses complices, les détails du complot qu'on suppose derrière son geste. Mais il n'y a pas de complot. Damien agit seul, et ses explications, arrachées dans la douleur, sont confuses, incohérentes. Il parle des scandales du roi, de la religion bafouée, de l'archevêque de Paris persécuté. Il mélange les griefs politiques et les obsessions personnelles. Il ne semble pas savoir lui-même exactement pourquoi il a frappé. Les historiens débattent encore aujourd'hui de ses motivations. Était-il fou? Était-il manipulé? Agissait-il au nom d'une cause religieuse ou politique? La vérité, c'est que Damiens incarne quelque chose de plus profond qu'un simple attentat. Il incarne la rupture entre le roi et son peuple. Il incarne ce moment où le sacré s'effondre, où la révérence laisse place à la rage, où l'impensable devient possible. Le supplice de Damien est l'un des plus atroces de l'histoire de France. Le 28 mars 1757, sur la place de Grève à Paris, devant une foule immense, on l'écartèle. 4 chevaux tirent sur ses membres pendant des heures, sans parvenir à les arracher. Les bourreaux doivent finir le travail au couteau. L'agonie dure jusqu'au soir. Cette cruauté, censée rappeler à tous le caractère sacré de la personne royale, produit l'effet inverse. Dans la foule, certains détournent les yeux, écœurés.
D'autres murmurent que le châtiment est excessif, barbare, indigne d'un siècle éclairé. Les philosophes, Voltaire en tête, dénoncent cette justice d'un autre âge. Et dans les esprits, une idée germe lentement. Si le roi doit recourir à une telle violence pour imposer le respect, c'est peut-être que ce respect n'existe plus. Louis XV a survécu au canif de Damiens, mais il n'a pas survécu à ce que ce geste révélait. Le roi n'était plus intouchable. Le roi pouvait être frappé, blessé, peut-être même tué. Et si un simple domestique avait osé lever la main sur lui, qui d'autre oserait demain? La réponse viendra 36 ans plus tard, quand un autre roi de France, Louis XVI, montera sur l'échafaud. Madame de Pompadour meurt le 15 avril 1764. Elle a 42 ans. La maladie l'a rongée pendant des mois, une tuberculose que les médecins de l'époque sont incapables de soigner. Louis XV, malgré l'étiquette qui lui interdit d'assister à l'agonie d'une mourante, reste à ses côtés jusqu'au bout. Quand elle rend son dernier souffle, le roi pleure. Il la regarde partir depuis une fenêtre du château, tandis que le convoi funèbre s'éloigne sous la pluie. On raconte qu'il murmure alors cette phrase terrible dans sa simplicité. « Voilà les seuls devoirs que j'ai pu lui rendre. » Pendant près de 20 ans, Pompadour a été le centre de sa vie. Son amante d'abord, puis sa confidente, son amie, sa complice, celle qui comprenait ses silences, qui apaisait ses angoisses, qui gérait les affaires du royaume pendant qu'il chassait dans les forêts de Compiègne. Celle aussi qui lui procurait ces jeunes femmes du parc aux cerfs, acceptant ce rôle humiliant pour ne jamais perdre sa place. Avec sa mort, quelque chose se brise chez Louis XV. Il a 54 ans. Il est fatigué, usé, de plus en plus indifférent aux affaires de l'État. Mais ses désirs, eux, n'ont pas diminué. 4 ans plus tard, en 1768, une nouvelle femme entre dans sa vie. Elle s'appelle Jeanne Bécu. Elle a 25 ans. Elle est blonde, pulpeuse, d'une beauté éclatante. Et son passé est un scandale ambulant. Jeanne Bécu n'est pas née dans la soie. Sa mère était couturière, peut-être prostituée selon certaines rumeurs. Elle-même a grandi dans la pauvreté, a travaillé comme vendeuse dans une boutique de mode, puis est devenue la maîtresse d'un aristocrate libertin, le comte Jean du Barry, qui l'a introduite dans les cercles les plus sulfureux de Paris. On murmure qu'elle a fréquenté des maisons closes, qu'elle a vendu ses charmes aux plus offrants, qu'elle connaît des pratiques que les honnêtes femmes ignorent. C'est précisément ce qui plaît à Louis XV. Après des années passées, avec des aristocrates guindés et des jeunes filles intimidées, il découvre une femme libre, joyeuse, sans complexe. Une femme qui rit, qui plaisante, qui ne tremble pas devant l'étiquette de Versailles. Une femme qui lui redonne, à 60 ans passés, l'illusion d'être encore désirable. Mais pour installer Jeanne à la cour, il faut lui donner un titre. On ne présente pas une roturière au roi de France. Le comte du Barry trouve la solution. Il marie Jeanne à son propre frère Guillaume, un noble désargenté qui accepte de prêter son nom en échange d'une pension confortable. Jeanne Bécu devient ainsi la comtesse du Barry, et le 22 avril 1769, elle est officiellement présentée à Versailles. Le scandale est immense. Jamais, dans toute l'histoire de la monarchie française, une femme au passé aussi sulfureux n'a été élevée à une telle position. Les courtisans sont horrifiés, les dévots crient au sacrilège. La famille royale elle-même refuse de l'accepter. Marie-Antoinette, la jeune dauphine autrichienne qui vient d'épouser le futur Louis XVI, refuse pendant des mois de lui adresser la parole. Il faut l'intervention personnelle de l'impératrice Marie-Thérèse, sa propre mère, pour qu'elle consente enfin à prononcer quelques mots polis en sa présence. Les pamphlets, qui s'étaient un peu calmés après la mort de Pompadour, reprennent de plus belle. Mais cette fois, ils ne se contentent plus d'allusions grivoises. Ils sont d'une violence inouïe. Du Barry est décrite comme une catin, une fille de joie, une traînée qui a souillé le trône de France. On publie de faux mémoires détaillant ses prétendues aventures dans les bordels de Paris. On la dessine dans des positions obscènes. On invente des anecdotes sordides sur ses pratiques avec le roi. Et Louis XV, par extension, devient le vieux débauché, le sultan lubrique, le roi qui a sacrifié sa dignité et celle de la France entière pour les beaux yeux d'une prostituée. Le surnom de bien-aimé a disparu depuis longtemps des conversations. On parle désormais du bien-aïe. Ce qui est tragique, c'est que Jeanne du Barry aimait sincèrement Louis XV. Contrairement à ce que prétendaient ses ennemis, elle n'était pas une intrigante calculatrice. Elle ne cherchait pas le pouvoir politique, ne tentait pas d'influencer les nominations ou les alliances. Elle voulait simplement rendre heureux un vieil homme fatigué, qui lui avait tout donné
Et quand la maladie a frappé, elle est restée. En avril 1774, Louis XV contracte la variole, la petite vérole comme on l'appelle alors, une maladie terrifiante qui tue un malade sur 3 et défigure les survivants. Le roi a 64 ans. Son corps affaibli n'a plus la force de lutter. Pendant 2 semaines, la France retient son souffle. À Versailles, les couloirs sont silencieux. Les courtisans chuchotent, guettent les nouvelles qui filtrent de la chambre royale. Le dauphin et la dauphine attendent, partagés entre l'inquiétude et l'impatience, car tout le monde sait que la fin approche. Dans la chambre du roi, l'odeur est devenue insupportable. Le visage de Louis XV n'est plus qu'une masse boursouflée, couverte de pustules noires qui suintent et se nécrosent. Son corps entier se décompose avant même qu'il soit mort. Les médecins, impuissants, n'osent plus s'approcher. Les valets reculent, terrorisés par la contagion. Seuls quelques fidèles restent à son chevet. Parmi eux, Jeanne du Barry. Elle refuse de partir. Elle tient la main de cet homme qui l'a sortie de la misère, qui l'a aimée malgré les ragots et les insultes. Elle risque sa propre vie, car la variole se transmet par le simple contact. Mais elle reste. C'est alors que l'Église intervient. Le roi va mourir. Il doit recevoir les derniers sacrements, se confesser, faire pénitence. Mais l'archevêque pose une condition. Pour être absous de ses péchés, Louis XV doit renvoyer sa maîtresse. Il doit reconnaître publiquement que sa vie de débauche était une offense à Dieu. Il doit mourir en chrétien repentant. Louis XV accepte. Le 1er mai 1774, Jeanne du Barry est chassée de Versailles. Elle part en pleurant, sans même avoir pu dire adieu à l'homme qu'elle aime. 9 jours plus tard, le 10 mai, à 3h15 de l'après-midi, Louis XV rend son dernier souffle. Son corps est si contagieux qu'on ne peut pas l'embaumer selon les rites traditionnels. On le place dans un double cercueil de plomb, scellé à la hâte. Et dans la nuit du 12 mai, sans pompe ni cérémonie, le convoi funèbre quitte Versailles pour la basilique de Saint-Denis. Sur le passage du cortège, le long des routes qui traversent les villages endormis, personne ne pleure. Certains témoins rapportent des insultes criées dans l'obscurité. D'autres parlent de chansons moqueuses, de rires étouffés. Le bien-aimé est devenu le roi qu'on enterre en cachette, comme un pestiféré, comme un criminel. Louis XV laisse derrière lui un royaume en ruine. Pas une ruine visible, pas des villes détruites ni des campagnes dévastées. Une ruine plus profonde, plus insidieuse, une ruine de l'âme. Les finances de la France sont dans un état catastrophique. La guerre de 7 ans, qui s'est terminée en 1763, a coûté des sommes colossales et n'a rapporté que des humiliations. La France a perdu le Canada, la Louisiane, la plupart de ses comptoirs en Inde. L'empire colonial que Louis XIV avait patiemment construit s'est effondré en quelques années. Et pour financer cette guerre désastreuse, on a emprunté encore et encore jusqu'à ce que la dette devienne un gouffre sans fond. À cela s'ajoutent les dépenses de la cour. Versailles engloutit chaque année des millions de livres en fêtes, en pensions, en construction. Le parc Auxerre, avec ses dots et ses mariages arrangés, a coûté une fortune. Les favorites successives ont reçu des châteaux, des bijoux, des rentes viagères. Les courtisans, pour rester dans les bonnes grâces du roi, rivalisent de luxe et d'extravagance. Pendant ce temps, dans les campagnes, les paysans peinent à payer des impôts toujours plus lourds. Dans les villes, les ouvriers s'entassent dans des taudis insalubres. Et partout, la colère monte. Mais le plus grave, ce n'est pas la dette, ce n'est pas la misère du peuple. C'est quelque chose d'invisible, d'impalpable, qui ne figure dans aucun registre comptable. C'est la perte de confiance. Pendant des siècles, les Français ont cru en leur roi. Ils ont cru qu'il était différent des autres hommes, qu'il portait en lui une parcelle du divin, qu'il gouvernait par la grâce de Dieu. Cette croyance était le ciment de la monarchie. Elle justifiait les privilèges, les inégalités, l'obéissance absolue. Tant que le peuple croyait, le roi pouvait régner. Louis XV a brisé cette croyance. Non pas en gouvernant mal, même s'il a souvent gouverné avec indifférence. Non pas en perdant des guerres, même si les défaites ont été nombreuses et humiliantes. Mais en révélant, aux yeux de tous, qu'il n'était qu'un homme. Un homme faible, esclave de ses désirs, incapable de se dominer lui-même. Un homme qui préférait les plaisirs de la chair aux responsabilités de la couronne. Un homme qui n'avait rien de sacré. Les pamphlets ont fait le reste. En décrivant le roi comme un débauché, en ridiculisant sa passion pour les jeunes filles, en exposant les secrets du parc Auxerre, ils ont désacralisé la monarchie tout entière.
Car si le roi n'est qu'un homme comme les autres, pourquoi lui obéir? S'il ne représente plus Dieu, de quel droit exige-t-il notre soumission? Ces questions, qui auraient été impensables sous Louis XIV, sont devenues banales sous Louis XV, et elles vont devenir explosives sous Louis XVI. Le petit-fils de Louis XV hérite d'un trône fragilisé. Il a 20 ans quand il devient roi. C'est un homme honnête, pieux, sincèrement soucieux du bien de son peuple. Il n'a rien du débauché qu'était son grand-père. Il aime sa femme, Marie-Antoinette, et lui reste fidèle toute sa vie. Il travaille, étudie les dossiers, tente de comprendre les problèmes du royaume. Mais il est trop tard, la machine est lancée. Les philosophes des Lumières ont semé des idées nouvelles dans les esprits. Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu ont appris aux Français à penser par eux-mêmes, à remettre en question l'autorité, à rêver d'un monde où les hommes seraient libres et égaux. Ces idées, combinées au discrédit de la monarchie, forment un mélange explosif. Il ne manque plus qu'une étincelle. Cette étincelle, ce sera la crise financière de 1788. Incapable de rembourser ses dettes, le roi convoque les États généraux, une assemblée qui ne s'est pas réunie depuis près de 2 siècles. C'est le début de la fin. En quelques mois, les États généraux se transforment en Assemblée nationale. La Bastille est prise, la Déclaration des droits de l'homme est proclamée. En 1792, la monarchie est abolie. En 1793, Louis XVI monte sur l'échafaud. Peut-on dire que Louis XV a tué la monarchie française? La question est trop simple. Les causes de la Révolution sont multiples, enchevêtrées, parfois contradictoires. Les historiens débattent encore aujourd'hui de leur importance respective. Mais une chose est certaine, Louis XV a détruit quelque chose que ses successeurs n'ont jamais pu reconstruire. Il a détruit la foi du peuple en son roi. Et sans cette foi, la couronne n'était plus qu'un ornement, un symbole vide, une cible facile pour tous ceux qui rêvaient d'un autre monde. Pourtant, il serait injuste de réduire Louis XV à ses faiblesses. Les historiens modernes, avec le recul du temps et l'accès aux archives, ont nuancé le portrait du roi débauché. Louis XV n'était pas un monstre, c'était un homme intelligent, cultivé, parfois lucide sur ses propres défauts. Il a su gouverner avec habileté dans certains domaines. Sa diplomatie secrète, menée en parallèle de la diplomatie officielle, a permis à la France de maintenir son influence en Europe. Il a modernisé l'armée, encouragé les arts et les sciences, protégé les encyclopédistes malgré les pressions de l'Église. Et puis, il y a l'homme derrière le roi, un homme qui a grandi orphelin, entouré de morts, élevé dans la solitude et la méfiance, un homme qui n'a jamais appris à aimer ni à être aimé, un homme qui cherchait peut-être dans les bras de ces jeunes femmes anonymes une tendresse que sa fonction lui interdisait, une intimité que son mariage arrangé ne lui avait jamais offerte, une chaleur humaine que l'étiquette glaciale de Versailles rendait impossible. Cela excuse-t-il l'exploitation de ces adolescentes recrutées dans les faubourgs, utilisées puis écartées comme des objets? Non, rien ne peut excuser cela. Mais cela nous rappelle une vérité essentielle. Les rois, les reines, les empereurs, les présidents, tous ceux qui exercent le pouvoir sont d'abord des êtres humains, avec leurs failles, leurs blessures, leurs contradictions. Et c'est précisément parce qu'ils sont humains que le pouvoir est si dangereux. Il révèle ce que nous sommes vraiment, dans nos grandeurs comme dans nos bassesses. Louis XV voulait être aimé. Il l'a été passionnément pendant les premières années de son règne. Puis il a cessé de l'être, et cette perte l'a rongé jusqu'à la fin. Le bien-aimé est mort seul, dans une chambre qui empestait la mort, abandonné de tous, sauf d'une ancienne prostituée qu'il aimait sincèrement. Il y a dans cette image finale quelque chose de terriblement humain, un roi de France, au sommet de la puissance, réduit à sa condition de mortel, un homme qui a tout eu, le pouvoir, la richesse, les femmes, et qui meurt dans la solitude et le dégoût. Le Parc aux Cerfs n'était qu'une petite maison. Mais c'est là, dans l'ombre de cette demeure modeste, que la monarchie française a commencé à mourir, car le pouvoir ne repose pas sur les armées, ni sur l'or, ni même sur les lois. Il repose sur la confiance, et la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais. 15 ans après la mort de Louis XV, le peuple a pris la Bastille, et plus jamais un roi de France n'a été sacré à Reims.